Le théâtre de l'Opéra de Paris était plein à craquer ce soir-là. Pas une seule place vide, pas un seul souffle de trop dans l'air. Les gens avaient vu y payer des fortunes pour leurs billets. Certains avaient attendu des mois, d'autres avaient traversé des frontières, parce que le nom sur l'affiche était celui d'un homme que le monde de la musique classique traitait comme une divinité vivante. Friedrich Keller, pianiste et chef d'orchestre allemand, lauréat de 3 prix internationaux, auteur de 7 livres sur la théorie musicale, et surtout, homme profondément convaincu que la musique populaire n'était rien de plus qu'un bruit organisé pour des gens qui n'avaient pas les outils pour apprécier quelque chose de plus raffiné. Keller avait 65 ans, une chevelure entièrement blanche coiffée avec une précision chirurgicale, et une façon de regarder les gens qui donnait l'impression qu'il évaluait en permanence leur niveau culturel, avant de décider s'ils méritaient de sa conversation. Il était arrivé à Paris dans le cadre d'une tournée européenne qu'il avait déjà conduit à Londres, Vienne et Madrid, et il avait accordé exactement 2 interviews dans chaque ville, les 2 dans des médias qu'il jugeait suffisamment sérieux pour mériter son temps. Ce que Keller ne savait pas, ce soir-là, c'est qu'un homme s'était installé discrètement au 17e rang, côté gauche, avec un verre d'eau posé sur le bord de l'accoudoir, et les yeux fixés sur la scène avec cette attention particulière que seuls les musiciens ont quand ils écoutent d'autres musiciens. Cet homme portait une veste en cuir sombre, des cheveux qui commençaient à montrer les premières traces du temps, et un visage que des millions de Français auraient dû reconnu immédiatement dans n'importe quel autre contexte. Mais dans cette salle, dans cette lumière tamisée, parmi des gens concentrés sur leurs propres attentes de la soirée, il était passé presque inaperçu. Il avait acheté son billet comme tout le monde, avait trouvé son siège comme tout le monde, et s'était assis comme quelqu'un qui vient simplement pour écouter quelque chose de beau. Cet homme, c'était Johnny Hallyday. Il était venu parce qu'un ami musicien lui avait parlé de Keller comme d'un technicien extraordinaire, et Johnny n'avait jamais cessé, tout au long de sa carrière, de chercher à comprendre ce que les autres faisaient ou ne posaient bien. Il écoutait tout, le blues américain, le rock, la country, l'opéra, le jazz de New York, les chansons traditionnelles bretonnes. Pour lui, la musique n'avait pas de frontières dignes d'être respectées si elles empêchaient d'apprendre. Il était donc là, simplement, en tant que spectateur, sans agenda, sans appareil photo, sans attaché de presse. Keller joua la première partie de son récital avec cette précision mécanique et lumineuse qui le rendait célèbre. Ses doigts sur le piano semblaient obéir à une autre loi physique que les doigts ordinaires, comme si chaque note était posée exactement là où elle devait être posée depuis le début du temps. Le public applaudissait avec cette retenue polie des grandes salles classiques, admirative mais contenue, comme si manifester trop d'enthousiasme aurait été vulgaire. Puis vint le moment que les habitués de ces concerts redoutaient toujours un peu. Keller se leva du piano, s'approcha du bord de la scène et regarda la salle avec un sourire qui n'exprimait pas la joie, mais quelque chose de plus proche de la condescendance bienveillante. Il prit le microphone qu'un assistant lui tendait et commença à parler avec cet accent allemand qui donnait à son français une qualité légèrement mécanique. Chaque soir, dans chaque ville de ma tournée, je fais la même chose. Je choisis quelqu'un dans le public et je l'invite à monter sur scène pour faire ce que je fais. Pas pour humilier qui que ce soit, précisa-t-il avec un geste de la main qui suggérait exactement le contraire, mais pour montrer que ce que vous avez entendu ce soir est le résultat de 40 ans de travail quotidien, de discipline, de sacrifice. La musique que vous entendez dans les radios, dans les cafés, dans les stades, ne demande pas cela, et il est important que le public comprenne la différence. Il laissa le silence s'installer 1 seconde, puis ses yeux parcoururent de la salle avec la méthode apparente de quelqu'un qui choisit au hasard, mais avec le calcul de quelqu'un qui cherche une cible qui paraîtra ordinaire, quelqu'un qui confirmera son point par son échec prévisible. Son regard s'arrêta sur le 17e rang. « Vous, dit-il en pointant le doigt. Monsieur à la veste en cuir, au 17e rang. Venez, s'il vous plaît. » Ce qui se passa dans les secondes suivantes fut quelque chose que les gens présents ce soir-là racontèrent pendant des années. Le murmure commença dans les rangées proches du 17e rang, là où des gens avaient progressivement reconnu leurs voisins de salle au fil de la soirée. Ce murmure voyagea vers l'arrière, puis vers les côtés, puis vers l'avant, comme une vague silencieuse qui portait une information que la moitié de la salle recevait avec incrédulité, et l'autre moitié avec une joie mal contenue. Les applaudissements commencèrent avant même que l'homme se soit complètement levé, d'abord hésitant, puis décidé, puis franchement enthousiaste. Une ovation qui montait de la salle vers la scène sans que Keller comprenne encore pourquoi son invitation apparemment banale produisait une telle réaction. Johnny Hallyday se leva avec la lenteur tranquille de quelqu'un qui n'est pas pressé et qui n'a pas besoin de l'être. Il n'y avait aucune nervosité dans ses gestes, aucune hésitation, juste cette présence physique particulière que certains êtres ont naturellement et qui fait que même dans une pièce remplie d'autres personnes,
Votre regard va vers eux sans que vous compreniez exactement pourquoi. Il commença à avancer vers le couloir central, et le théâtre entier se leva. Keller regardait cette scène depuis le bord de la scène, avec une confusion qui commençait à ressembler à de l'inquiétude. Un homme ordinaire, dans une veste ordinaire, que lui avait choisi au hasard dans une salle de concert classique, recevait une ovation debout avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Cela ne correspondait à aucun scénario qu'il avait vécu en 40 ans de carrière. Johnny monta les marches latérales de la scène avec cette même tranquillité. Regarda Keller une seconde avec quelque chose qui n'était pas de la défiance mais de la simplicité. Puis regarda le piano. Le piano à queue était un Steinway immense, laqué noir, qui prenait une grande partie de l'espace de la scène et qui brillait sous les projecteurs comme quelque chose d'intouchable. Keller s'approcha de lui avec ce geste large et légèrement théâtral qu'il utilisait dans ces moments-là, comme pour dire « Voilà, essayez si vous pouvez. La scène est à vous », dit-il avec ce sourire. « Montrez-nous ce que vous savez faire. » Johnny regarda le piano une seconde de plus sans répondre. Puis il s'approcha du micro qui était encore sur son pied au bord de la scène et le prit dans sa main avec un naturel absolu, le geste de quelqu'un qui a passé plus de la moitié de sa vie avec un micro dans la main. Keller fronça légèrement les sourcils parce que ses invités habituels se dirigeaient vers le piano, pas vers le micro. Le micro n'était pas censé faire partie de l'équation. Il y eut un silence. Puis Johnny Hallyday ouvrit la bouche et chanta. Ce ne fut pas une démonstration. Ce ne fut pas une performance calculée pour impressionner. Ce fut quelque chose d'autre, quelque chose que les musiciens qui étaient dans la salle ce soir-là tentèrent d'expliquer ensuite dans des interviews et des articles sans jamais trouver exactement les bons mots. Sa voix était cette voix que des générations de Français avaient entendu sortir de la radio dans leur cuisine le matin, dans leur voiture sur les autoroutes, dans des stades sous la pluie, mais dans ce silence acoustique parfait du théâtre de l'opéra, sans la réverbération des grandes scènes, sans le mur de son des guitares électriques. Cette voix révélait quelque chose qu'on n'entendait pas autrement. Une texture, une profondeur, une douleur véritable que les arrangements habituels enveloppaient, et que là, nue, elle portait seule. Il chanta une chanson que tout le monde dans la salle connaissait. Pas parce qu'ils avaient tous écouté Johnny Hallyday, mais parce que cette chanson était l'une de ces choses qui finissent par traverser toutes les frontières culturelles, simplement parce qu'elles disent quelque chose de vrai sur ce que c'est d'être humain. Il la chanta sans chercher à la transformer, sans essayer de l'adapter à l'espace dans lequel il se trouvait. Il la chanta exactement comme il l'avait toujours chantée, avec tout ce qu'il avait dedans. Dans les premières de rangée, des gens pleuraient. Pas les larmes polies que la musique classique peut provoquer, mais quelque chose de plus immédiat, de plus physique. Comme si quelque chose dans cette voix touchait directement un endroit que les gens ne savaient pas qu'ils avaient avant que ça fasse mal. Friedrich Keller se tenait à quelques mètres du micro, les bras le long du corps maintenant, et son visage avait perdu toute trace du sourire condescendant du début. Ses yeux suivaient Johnny avec une attention qui n'était plus celle d'un professeur qui observe un élève maladroit, mais quelque chose de beaucoup plus proche de la stupéfaction pure. Ces musiciens, ceux qui attendaient dans les coulisses pour la deuxième partie du concert, avaient abandonné leur position et s'étaient approchés des côtés de la scène pour voir, pour entendre, pour essayer de comprendre ce qui se passait dans cet espace qui était habituellement le leur. Quand Johnny s'arrêta, le silence qui suivit dura exactement 2 secondes. Puis le théâtre explosa. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était quelque chose de primitif, de collectif, une réaction physique d'une salle entière qui venait de recevoir quelque chose et qui ne savait pas comment le contenir. Les gens frappaient dans leurs mains au-dessus de leur tête. Certains criaient, d'autres sifflaient, et ceux qui pleuraient applaudissaient aussi, les deux choses ensemble, sans contradiction. Keller ne bougeait pas. Il resta immobile pendant plusieurs secondes, pendant que le théâtre autour de lui exprimait quelque chose qu'il avait lui-même déclenché sans l'avoir voulu. Puis il se tourna vers Johnny, avec une expression que personne dans cette salle n'avait jamais vue sur le visage de Friedrich Keller en 40 ans de carrière publique. Il s'approcha de lui et dit, assez près du micro pour que les premières rangées entendent « Qui êtes-vous » La question était sincère. Keller ne reconnaissait pas les visages de la culture populaire française, parce qu'il n'avait jamais cherché à les connaître. Il avait construit sa vie intellectuelle et artistique dans un espace délibérément séparé de ce monde-là, et cet espace avait ses propres références, ses propres hiérarchies, ses propres noms importants. Johnny Hallyday n'était pas un nom de cet espace-là. Quelqu'un dans les premières rangées répondit à sa place. Plusieurs personnes, en réalité, simultanément, et le nom traversa le théâtre avec cette clarté particulière des mots que tout le monde connaît. Keller ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, il regarda Johnny Hallyday avec une expression qui mélangeait des choses difficiles à séparer. Il y avait de la surprise, évidemment. Il y avait quelque chose qui ressemblait à de la honte,
La honte de quelqu'un qui vient de réaliser que la carte qu'il utilise depuis des années ne représente pas le territoire qu'il croyait connaître. Et il y avait autre chose, quelque chose de plus honnête, une curiosité véritable qui commençait à remplacer les certitudes. « Vous n'avez pas besoin de ce piano », dit Keller doucement. Ce n'était pas une question. C'était une constatation, et peut-être le début d'une compréhension. Johnny sourit. C'était le sourire de quelqu'un qui n'est pas venu pour gagner quelque chose, et qui, par conséquent, n'a rien à défendre. « Le piano est magnifique, dit-il. Mais non, je n'en ai pas besoin, j'ai besoin d'autre chose. » Keller regarda ses mains un moment. Ses mains qui avaient passé 40 ans à discipliner chaque muscle, chaque tendon, pour produire une technique que les critiques du monde entier avaient décrite avec des superlatifs épuisés, à force d'être répétés. Puis il regarda les mains de Johnny, des mains qui avaient retenu des guitares, des micros, qui portaient les traces visibles d'une vie passée sur des scènes différentes des siennes. Deux types de mains, deux façons d'arriver à quelque chose de vrai. « Ce que vous avez fait ce soir », dit Keller, et il chercha ces mots avec une honnêteté qu'on ne lui connaissait pas. « Je ne peux pas le faire. Pas comme vous venez de le faire. Ma technique me permet de jouer des choses que vous ne pouvez probablement pas jouer. Mais ce que vous avez mis dans cette salle dans les 2 dernières minutes, c'est quelque chose que 40 ans de conservatoire ne m'ont pas appris à produire. » Johnny ne répondit pas immédiatement. Il regarda la salle qui continuait à murmurer, à applaudir doucement, à vivre encore dans l'après-coup de ce qui venait de se passer. Puis il dit une chose simple. « C'est parce que je ne l'ai jamais appris non plus. Ça ne s'apprend pas. Ça se vit assez longtemps pour finir par sortir. » Keller hocha la tête lentement. Pas le hochement de quelqu'un qui comprend intellectuellement un argument, mais le hochement de quelqu'un qui reçoit quelque chose qui va réorganiser des convictions profondes et qui a besoin d'un moment pour que ça s'installe. Le théâtre les regardait tous les deux sur cette scène, ces deux hommes si différents dans leur rapport à la musique, dans leur rapport à eux-mêmes, dans la façon dont ils avaient construit leur vie autour de quelque chose qui, au fond, cherchait le même endroit chez les gens qui les écoutaient. Keller fit quelque chose ensuite que ces musiciens n'auraient mot pas cru possible s'ils ne l'avaient pas vu. Il retourna au piano, s'assit et commença à jouer. Pas une pièce de son programme. Il improvisa, quelque chose qu'il ne faisait presque jamais en public, parce que l'improvisation lui semblait être une façon de montrer les imperfections plutôt que la maîtrise. Mais là, il joua librement, et ce qu'il produisit avait quelque chose de différent de tout ce qu'il avait joué en première partie. Il y avait moins de perfection et plus de présence. Johnny resta debout à côté de la scène et écouta sans bouger. Quand Keller termina, il se leva et regarda Johnny. Leurs yeux se croisèrent une seconde. Puis Johnny descendit les marches latérales de la scène tranquillement, traversa le couloir central pendant que les gens lui touchaient doucement les bras en passant, et retrouva sa place au 17e rang. Il s'assit, reprit son verre d'eau, et regarda Keller terminer son concert. Keller joua la 2e partie de son programme comme il ne l'avait jamais joué dans aucune des villes de sa tournée. Ses musiciens le remarquèrent. Les critiques qui écrivirent leurs articles le lendemain le remarquèrent aussi, sans savoir exactement comment le nommer, en utilisant des mots comme inhabituellement humain ou étonnamment direct. Keller lui-même, quand il sortit de scène après la dernière révérence, s'arrêta dans les coulisses et resta immobile une longue minute. Il pensa à cet homme au 17e rang qui était venu écouter de la musique par curiosité pure, sans comparaison à faire, sans pointe à prouver. Il pensa à cette voix qui avait rempli son théâtre d'une façon que ses 40 ans de maîtrise technique ne lui avaient pas appris à reproduire. Il pensa à cette question qu'il n'avait pas su formuler correctement pendant des décennies, et dont il commençait seulement ce soir à entrevoir la vraie forme. Est-ce que la musique existe pour démontrer ce qu'on sait faire, ou pour dire quelque chose à quelqu'un qui en a besoin? La réponse n'était pas nouvelle. Elle existait dans chaque grand traité musical qu'il avait étudié, dans chaque biographie de compositeur qu'il avait lu. Mais il y a une différence entre connaître une réponse intellectuellement et la comprendre dans sa chair. Et ce soir, dans son théâtre, un homme en veste de cuir venu s'asseoir au 17e rang lui avait offert cette différence sans rien lui demander en échange. Ce soir-là confirma quelque chose que les grands artistes savent et que les arrogants oublient. La grandeur véritable ne se présente jamais avec une annonce. Elle s'assoit discrètement au 17e rang. Elle attend patiemment qu'on lui tende un microphone. Et quand elle ouvre la bouche, elle n'essaie pas de vous convaincre de quoi que ce soit. Elle dit simplement la vérité, avec tout ce qu'elle a accumulé en vivant. Et cette vérité-là n'a besoin de rien d'autre pour traverser n'importe quelle salle et atteindre n'importe quel cœur, qu'il soit formé dans les conservatoires les plus prestigieux du monde ou dans les rangées d'un théâtre un soir ordinaire de semaine.